Salut jeune padawan et bienvenue dans ce deuxième épisode de Moule Moule et Duratron. Petit 1, tu l'as remarqué, ce podcast est sur ma chaîne YouTube parce que le fait de partir sur Moule Moule et Duratron, ça nous demandait trop de taf, donc au final, projet avorté. Ce qu'on va faire, c'est que je vais créer une playlist qui sera dédiée aux deux personnages Moule Moule et Duratron. On refera plein de podcasts sur des sujets qu'on aura trouvés ou que vous nous proposerez. Donc si toi t'as des idées, tu me les dis en commentaire. Et deuxième chose, là comme tu le vois, je tourne l'intro après avoir enregistré le podcast, mais j'ai reçu des micro-cravates qui ont une qualité bien supérieure aux micros que j'avais testé la première fois. Donc je tâcherai de les utiliser à l'avenir et j'espère que cette augmentation de qualité te plaira. Et puis si tu veux d'autres investissements du genre, tu me prends un petit coaching et puis voilà. C'est tout pour cette intro. Bon podcast. 50 personnes autour qui font « Allez, pas bonne, refait. Roger, tu peux lui effacer la sueur sur le front, c'est dégueulasse, ça se voit à la caméra. » On attaque ou on s'encule? Perso, j'ai pas envie d'attaquer. Ah, Casque. chaussette Chaussette Tu me fais peur des fois, Colin. Est-ce que tu peux parler un peu, Colin, s'il te plaît? Ah bah oui, je suis là. Comment vas-tu, mon cher Moulmoul? Comment vas-tu, mon cher Moulmoul? C'est merveilleux. C'est fantastique. Ça Ouais, me ouais, semble c'est- fonctionner, enfin. C'est fonctionnel, pas comme moi. Oui, exactement. Bah, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, mon cher petit Duratron. Comment allez-vous, mesdames et mesdames? Oui, on fait des podcasts spéciaux pour les dames, nous. Tu veux dire que du coup il faut l'adapter aux dames, genre elles n'ont pas le droit d'avoir juste de la prépa physique, de la biomécanique normale, genre elles il faut de la biomécanique pour femmes. Voilà, là je t'ai foutu Ça- dans euh, une merde. là- Non, on va pas commencer à parler de la mécanique. Enfin bref. Ça commence déjà extrêmement bien. Alors, Alors comment ça va mon cher Moulmoul? On est bien sûr Moulmoul et Duratron. Aujourd'hui on va absolument. parler de... Moi j'aime T'avais bien pas les dit que tu mécas. devais me faire une intro? T'avais fait Tu veux que je comment te fasse déjà? quoi comme intro? Je sais pas, t'avais fait Je un viens de truc te tout la à l'heure. refaire banane. Je viens de te la Ouais, mais refaire c'était banane. pas exactement comme ça. Bah non, c'était Il pas y avait le exactement même comme timbre ça. de Et voix, mais... il faut l'originalité de l'improvisation. C'est important. C'est important pour les Et résultats de laisser la liberté de l'interprétation de l'acteur. les Tortues Ninja. Alors, si tu veux, il a refait. Bienvenue, vous êtes actuellement sur Moulmoul et Duratron. Aujourd'hui, nous allons parler probablement de biomécanique, puisque j'ai eu personnellement une question d'un de mes élèves qui me paraît pertinente à soulever avec notre cher Moulmoul. Comment vas-tu, mon cher Moulmoul? Il me porte bien. Et puis c'est bien, et puis c'est bien. Magnifique, ma chérie, magnifique. La question qui a été soulevée, c'est que dans les précédents podcasts, notamment dans la première partie, sur ton compte, je change quand même parce que ça va être Absolument. insupportable au bout Oui, de deux parce minutes. que tu vas pas tenir tout Euh, le podcast comme ça. Oh si, Non, c'est non, bien mec, le non, problème. je veux même pas te lancer le défi. C'est bien le problème. La question est toute simple. Nous avions parlé dans la première partie du podcast de force fois vitesse et nous en avions parlé pour les mouvements statiques. Mais mon cher Moulmoul, si nous sommes statiques, cela veut dire que nous sommes en isométrie. Il n'y a donc pas de mouvement. Où est la vitesse? Il y avait un de tes abonnés qui t'avait dit ouais, je comprends pas, s'il n'y a pas de mouvement, pourquoi c'est un mouvement en puissance? Alors, c'est C'est une même un question élève. extrêmement intéressante. C'est même Un un élève qui élève. voulait l'appliquer, c'est ça, qui se dit attends mais non, statique ça bouge pas. Alors, on en a brièvement discuté avant de commencer cet épisode. Au passage, dernier point avant même d'amorcer ce podcast plus en détail. Vous avez été nombreux à nous faire de bons retours sur le premier et visiblement Moulmoul et Duratron, ça plaît. J'en suis très heureux. Let's go, Moulmoul et Duratron Power for président. Pardon, oui. C'était vraiment une partie d'une grosse vanne de merde à la base, mais bon, c'est génial si ça plaît et si ça peut faire avancer le street surtout. Donc si vous avez d'autres questionnements de ce genre, réagissez au podcast, envoyez-nous des commentaires, c'est ça qu'on veut. Donc aujourd'hui on essaye un autre format, étant donné que Colin est à Lyon et moi je suis chez les Bouzeux en Mayenne. Bon, automatiquement on fait ça via Discord. Oh, Mais bon, je vais j'y te peux rien, surnommer- il y a je vais te 4 surnommer streeteux dans toute Bouzmoul. la Mayenne. Tu vas être Bouzmoul. Ah non, pas Bouzmoul, c'est vraiment trop nul. Ouais. Oui. J'ai dit top moule à la limite, je veux bien, mais on va pas plus loin Top que ça. Moulmoul, tip top Moulmoul. Enfin voilà, j'espère que ce format-là te plaira. et Moi tu je nous le dis dans les propose même, commentaires. je propose même quelque chose.
quand vous posez votre question, gardez le mood moule et Duratron. La question doit être conne mais pertinente. Et avec un accent si possible. Bon, c'est beaucoup plus dur à Si faire par possible. écrit. Ouais, par écrit, c'est chaud quand même. Non, mais voilà, c'est-à-dire que on va établir tout de suite. Aujourd'hui, nous sommes entre cons. Nous sommes cons. Bonjour, je suis con, tu es con, vous êtes tous cons. Voilà. C'est pas grave. Nous sommes cons. Parce qu'un con qui sait qu'il est con, il réfléchit pour plus l'être. Posez vos questions de con avec conneries. Nous y répondrons avec intelligence conne. Yeah. Si on y arrive. Alors attends, Si on y il y arrive. a quelqu'un, ouais, parce qu'on n'a pas encore commencé, mais il y a une citation de je sais plus qui, vraiment là je sais plus qui c'est, mais qui disait que le mec qui pose une question passe pour un con, pour un fou, il disait, pendant 1 minute, et celui qui la pose pas reste fou toute sa vie. Donc si Ouais. vous avez des questions, même si c'est des trucs qui peuvent paraître évidents, vous les posez. Là on fait un peu comme les Explain profs, like I'm c'est, five. Ouais, c'est ça. les bons profs en début d'année, ils sont là, non mais si, il faut dire, il faut oser. Et toi, t'es au collège, tu vois, t'as pas les couilles y a de pas de demander si mauvaise 4 plus 2 ça fait question. vraiment 6, tu vois. Enfin bref, Ça dépend. j'étais peut-être très con En au binaire, collège. non. En binaire, non. Ça marche pas. Nous disions la question du jour, la puissance. Donc, Colin, est-ce que toi tu pourrais expliquer pourquoi tu trouves que c'est de la puissance? On va chacun donner notre avis, on en discutera après. Pourquoi est-ce que tu pourrais dire que le street workout, c'est un sport de puissance? Et pourquoi les Ça te mouvements dérange pas que j'ai- isométriques en particulier, tu pourrais développer dessus sur le fait que ce soit de la puissance ou non? Tu Vas-y. parles de puissance, apparemment ça m'excite. Ça te dérange pas que j'éclate mon micro chaque fois que je veux me gratter la tête? Bah, Je suis une fais-toi grosse plaisir. baigne. Si ça te fait plaisir, moi, je sais que t'as besoin de te défouler. Vas-y, Colin. Alors, du coup, la puissance. Alors moi, souvent, la meilleure manière que j'ai de le présenter, c'est très paradoxal parce que c'est la meilleure manière que j'ai de le présenter aux gens qui n'y comprennent pas grand-chose tout de suite en puissance, mais pourtant, c'est quelque chose qui en réalité est très très spécifique, c'est même un peu complexe comme notion. C'est que moi, je parle souvent de puissance d'un point de vue de la réactivité nerveuse. Tu m'as dit d'ailleurs que c'est pas forcément ce qui toi te semble le plus pertinent, donc c'est parfait, on va pouvoir avoir deux définitions. Moi, souvent, je considère que le street est un sport de puissance parce qu'en fait, il y a un ambitus, les extrémums, il y a un changement de puissance musculaire qui se doit d'être extrêmement rapide. Je peux vous donner un exemple très simple. Vous avez déjà vu quelqu'un décoller une foule lentement? Vous avez déjà vu quelqu'un sauter en foule? Lequel des deux a l'air le plus de galérer? Vous pouvez même prendre l'exemple avec une seule personne. Moi, par exemple, je fais les deux. Si vous retrouvez une vidéo où je décolle ma foule lentement et une vidéo où je saute en foule, genre vraiment, boum, je me mets en foule, la logique voudrait que sauter en foule soit plus dur. Techniquement, c'est vrai. D'un point de vue force, c'est évident que je galère moins. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une figure d'équilibre. Il est donc important de réussir à mettre au max les forces qui me permettent de maintenir cet équilibre le plus vite possible. Et ça, du coup, je parle moi de vitesse, surtout au niveau de la vitesse d'information nerveuse, c'est-à-dire la capacité à aligner les forces, qu'elles s'opposent bien comme il faut, pile poil, très très vite, pour ne pas en perdre en cours de route dans la mise en place, pour n'en pas en gaspiller. En gros, je force à balle, oui, mais très vite, pour pas forcer plus que nécessaire. Et donc, comment tu expliquais, comment tu répondais à ton coaching, du coup, à ton élève, qui te disait que Je peux donner un exemple qui est un mauvais exemple, je le sais, mais qui, juste pour l'image, est vraiment pas mauvaise, je pense. Tu me diras ce que t'en penses, mon cher Moule Moule. Je tends mon bras. Mon bras est actuellement inactif. Je peux le gainer lentement ou je peux le gainer très vite. Il y a eu de la vitesse, il n'y a pas eu de mouvement. Je suis en isométrie, mon bras n'a pas bougé. Mais ça, c'est une mise en place rapide. D'ailleurs, il y a des micro-mouvements, hein, mais le mouvement n'est pas très grand. Hein. Mais voilà, cette mise en tension est extrêmement rapide. Il y a beaucoup de vitesse. Et pourtant, mon bras n'a pas bougé. Et d'ailleurs, même, vous voyez que à la mise en place, je bouge beaucoup, alors que quand j'ai tout mis au max très vite, je bouge moins. Si par exemple, je suis déjà tendu et que je mets tout en place très très vite, mon bras ne bouge plus très vite, alors que si je le mets en place lentement, on voit beaucoup plus de mouvement. Donc, en fait, on crée une illusion du non-mouvement
par la mise en place rapide. De plus, il y a un autre point. En réalité, on est tout le temps en mouvement puisqu'il a la force de la... Je mets des guillemets parce que c'est pas du vrai mouvement, mais il a la gravité qui exerce une force qui nous attire au sol tout le temps. On est donc tout le temps en train de bouger au sens opposé pour créer l'illusion qu'on ne bouge pas. Un peu comme un équilibriste tellement fort qu'il corrige par des micro-mouvements tellement petits que toi, tu as l'illusion qu'il bouge pas. Mais c'est pas vrai. Si tu regardes le détail de ses doigts, il a des petites crispations dans l'index, dans le petit doigt, dans le machin, et il est très, très précis, très sensible et très rapide à la correction. Donc quand tu regardes l'ensemble, il n'y a rien qui bouge. Mhm. Alors je suis d'accord avec cette définition. Du coup, la nuance que j'apporte, c'est que en isométrie, c'est les forces qui s'équilibrent. C'est-à-dire la force gravitationnelle et toi la force que tu produis pour t'y opposer. Donc la notion de puissance, elle advient automatiquement quand il y a du mouvement, quand il y a un mouvement où il y a du mouvement, justement, pas statique. C'est-à-dire que, comme tu l'as bien illustré, lorsque tu arrives dans la position, là, on a force fois vitesse parce que tu arrives avec une vitesse. Enfin, tu arrives avec de la vitesse et justement, tu dois l'accélérer. Donc, tu dois produire de la vitesse. Ce qu'on pourrait dire, c'est que le street, c'est un sport de puissance. Il y a des mouvements qui vont plus jouer sur la composante de force et d'autres mouvements qui vont plus jouer sur la composante de vitesse. Et on pourra même entrer dans le détail là-dessus. On l'avait brièvement évoqué dans le premier podcast, mais c'est qu'il y a des personnes qui ont davantage de facilité à exprimer leur vitesse et d'autres qui ont davantage de facilité à exprimer leur force. Donc, Colin, clairement, type vitesse. Moi, vitesse goes brrr. Blanche goes brrr. Ouais, tu m'as dit Et- que t'étais chanteur à tes heures perdues aussi, Colin. Oui. Ça s'entend, ça. Tu Et voulais je me mets ajouter au quelque chose. beatbox en plus. Ouais, parce que j'ai un exemple d'une personne, décidément, le pauvre, il va être. Eh, tu sais quoi, Livan, je te vole ton buzz, vas-y, je t'utilise pour le buzz. Euh, Livan est un très bon exemple des deux. Mhm. Parce que si vous regardez ces mises en place de one arm planche, si vous regardez ces mises en place, enfin ces presses, ces push-ups, alors là on est sur une vitesse, il a une bonne composante force, hein, mais il a une vitesse, pouah, c'est assez violent. Et en même temps, quand vous regardez ces mises en place de Maltese, il va beaucoup plus être sur de la force. Quand vous voyez ces pélicans, il va utiliser sa vitesse, mais là on voit bien que c'est la composante force qu'il priorise parce qu'il a une trajectoire précise à avoir et il aura plus de précision en étant très en force qu'en étant en full vitesse. C'est un juste équilibre à avoir. Plus vous êtes dans la vitesse, moins vous avez de précision dans la trajectoire. Plus vous avez de force, plus vous aurez de précision dans la trajectoire. Mais de toute façon, que l'un ou que l'autre, non. Mm. C'est vraiment un rapport entre les deux. Alors, que l'un ou que l'autre, avant de revenir sur les différents profils qui peuvent être plus taillés vitesse, plus taillés force, on va discuter de ça justement parce que pour moi, du coup, une planche, étant donné qu'il n'y a pas de mouvement, c'est que c'est un mouvement qui se fait en force. Tu vois, là où tu ferais une planche presse, mettons que tu as quelqu'un qui s'est claqué 10 planches presse, et ben sa presse, elle va être grosse dominante de vitesse. Il n'y a pas de planche qui n'a pas de mouvement. Ça n'existe pas. C'est un équilibre, donc automatiquement il doit se remanier. Moi je te parle dans les muscles Ouais, ouais, agonistes. ouais, 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 agoniste. Regarde une vidéo au ralenti de Livan ou de moi ou de, je sais pas moi, Sango, machin. Donc, on va parler des muscles agonistes. Donc, biceps, Mhm. pec, grand dentelé. Regarde bien en détail, même si visuellement l'ensemble ne bouge pas. Tu peux voir le grand dentelé qui fait. Le biceps qui fait. Qui vient faire. En fait, il oscille entre le 100% et le 80%. Très très vite. Extrêmement vite. Il y a du mouvement. Presque imperceptible parce que là, j'ai mentionné des gens. Alors, on va m'ignorer moi parce que sinon, on va encore dire que je me jette des fleurs, ce qui est complètement vrai. Qu'est-ce que je m'aime. Pardon. Mais non, mais avec l'Ivan, c'est très parlant, hein. Allez, on continue d'utiliser. Tu vas être mon exemple tout le temps, l'Ivan. Salut à toi. Euh, Vraiment, sa planche ne bouge pas dans l'ensemble parce que il corrige comme un équilibriste d'exception au détail près extrêmement vite. Donc sa vitesse est en réalité très grande tout le temps. Parce que si on ramène le mouvement au muscle lui-même, les changements entre 80% et 100% sont d'une précision folle à une vitesse folle.
À peine il y a un déséquilibre jambes, à peine il y a un déséquilibre bassin, à peine il y a un déséquilibre pec, à peine il y a un déséquilibre protraction, qu'il a tout de suite mis en branle pile la dose qu'il faut, pas plus, pas moins, pour corriger exactement ça. Et donc toi, tu l'as même pas vu que ça a bougé. Lui, il le sait. Peut-être même qu'il saurait pas le dire. Lui, il le sait instinctivement. Ouais. Mais lui, il le sait, mais toi, tu l'as pas vu. Mais si tu regardes, tu fais un zoom sur son muscle, si, tout le temps, très vite. Ouais, ok. Je te l'accorde. Donc, c'est bien sûr de la vitesse pour le rééquilibrage et pas tant pour l'action elle-même parce que on Ouais. veut pas que le mouvement bouge. C'est le principe de l'isométrie. Ouais. On veut pas que notre figure bouge. Donc, c'est pour ça que je parle bien de dominance. Parce que même si c'est 99% force, 1% vitesse pour le rééquilibrage, on va dire dans l'énergie que ça te demande, eh bien, ça reste de la puissance. Oui, Donc, ça, on est complètement d'accord. Et effectivement, la planche, par exemple, si on compare avec, je sais pas moi, un kick pour le 3-6, le kick c'est pour ce que j'allais 3-6, dire. c'est l'inverse. Voilà. C'est exactement ce que j'allais dire comme exemple. Le kick pour 3-6, c'est une grosse dominante de vitesse. Sauf que au début, il faut bien que tu mettes du mouvement et que tu mettes de la force pour lancer ta jambe et aussi pour la transmettre du bas vers le haut de ton corps. En Donc dans fait, tous c'est les presque cas, la logique inverse. Parce que du coup, la planche, tu vas avoir une énorme dominante vitesse dans la mise en place, puis une grosse dominance force. Là où dans le kick, tu vas avoir une énorme dominance force dans l'amorce, puis une grosse dominance vitesse dans la gestion. ouais, on pourrait dire ça comme ça. Mais donc il faut Et là, on comprendre a que perdu tout le monde. Alors, il faut juste comprendre que bah, la dominante force, elle joue beaucoup. Bah, on pourrait donner un exemple avec un squat à vide, un squat avec une barre un peu chargée et un squat avec ton max. Le squat avec ton max, même si tu as l'intention de vitesse maximale, ça bouge doucement, voire ça bouge pas. Ça, c'est de la force. On appelle ça de la force, mais en réalité, c'est de la puissance. C'est de la puissance, mais avec la dominante force qui s'exprime énormément et la dominante vitesse très peu. Ce qu'on appelle travail de puissance en musculation, c'est le travail où on produit le plus de puissance, à savoir lorsque force et vitesse sont à peu près égales. Donc le travail de puissance en musculation ou en préparation physique, il a lieu généralement autour de 50% de ton RM, donc de ta charge maximale. Tu sais faire 100 kg au squat, ta force tu vas la travailler de 100 à 85 kg sur ta barre, et ta puissance tu vas la travailler entre 60 et 40 kg. En règle générale, il y a d'autres méthodes qui existent, comme les méthodes bulgares, où tu vas faire des reps très très lourdes et des reps très très légères. Mais au final, la moyenne, elle se retrouvera à 50% quand même. Et Et du coup, donc est-ce la que je peux te vitesse, bah, ce piéger? serait au poids du corps. Est-ce Vas-y, que tu m'autorises à te piéger? Dans ce vas-y, cas-là, vas-y, petit filou. je suis un petit pilou. J'ai trouvé une petite faille dans ta logique. Tu disais Vas-y, dis-moi. donc que la planche étant statique était majoritairement force. Mais prenons l'exemple du coup de personnes capables de faire une full press. Bah du coup, le maintien en planche n'est pas à 100% de leur max. Il est bien en dessous. Du coup, est-ce qu'on ne serait pas à l'équilibre? Entre force et vitesse. Eh oui. Ça, c'est un raisonnement qui tient, sauf que alors la puissance, on rappelle qu'on veut générer une force maximale à une vitesse maximale. Or là, il n'y a rien qui est maximal. Ouais. Ni la vitesse, ni la force. Donc on pourrait pas appeler ça de la puissance non plus, tu vois. Moi Ouais. j'appelle ça de la force parce que il y a... Enfin, pour le coup, même ce serait plutôt la définition qu'on donnerait de l'endurance. C'est une intensité sous-maximale que tu vas essayer de tenir, pas forcément le plus longtemps possible, mais pendant un temps donné. Même Donc, endurance de force, pour ceux qui ont entendu ce terme-là, c'est-à-dire qu'en réalité, on est bien en train de forcer, mais on cherche à obtenir l'endurance, c'est-à-dire l'économie de cette force. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, j'ai tendance... En fait, on trouve tout à fait le côté où il n'y a pas de vérité absolue. C'est que si moi, je parle souvent plus du côté vitesse en planche, d'une, c'est d'un point de vue pédagogique, parce que c'est l'aspect qui est le plus oublié. Donc, je préfère exagérer cet aspect-là, même si ce n'est pas vraiment le cas, parce que, bah, en fait, c'est souvent celui-là qui a travaillé, mais aussi parce que, contrairement à la vitesse, une force nettement supérieure ne permettra pas une bien meilleure exécution, alors qu'une vitesse nettement supérieure te permet de compenser un manque de force. Enfin, pas au-delà d'un certain stade, bien sûr, dans les deux cas. Mais pour moi, les deux s'équilibrent. En fait, on pourrait voir ça exactement de la même manière que la mobilité, la force et la souplesse. C'est-à-dire que tu veux faire un L-sit au début, il y a des personnes,
par exemple les gymnastes qui vont réussir à faire des L-sit, on rappelle c'est un mouvement de mobilité. Mobilité, tu as la force et tu as la souplesse dedans. Certains rajouteraient même le contrôle moteur, mais en soit tous les mouvements que tu fais c'est du contrôle moteur. Enfin là-dessus on pourrait chipoter mais on s'en fout. Retiens, force, souplesse, ok. Plus tu as de force dans les muscles agonistes, ceux qui font le mouvement, plus ton L-sit il sera facile à tenir. Sauf que en souplesse, non. Sauf En que... souplesse, non. Non, C'est encore... non, ici on est des brutes. Non, Pardon, non, il y a mon non. grand frère qui a voulu interrompre le podcast de qualité. Et toujours est-il que tu as force, tu as souplesse. Quand tu veux faire un L-sit, eh bien, plus t'es souple, moins ça va te demander de force. Parce que sinon, t'as la raideur active de tes ischios qui va te faire chier, qui va te demander de forcer plus dans les abdos pour lever tes jambes. Enfin, dans les abdos et dans les fléchisseurs de hanches, je te l'accorde. Donc, J'y ai pensé, tu l'as corrigé, tu m'as entendu, quoi. C'est magnifique. j'ai compris que t'étais casse-couille, tu vois. Il m'a pas suffi de beaucoup de temps. Moi, mais Tout- qui elle est tout- celle-là? Pardon. Toujours est-il qu'on peut faire un L-sit du coup en souplesse, donc on va être très plié et on va peu se pencher en arrière et utiliser les triceps. On peut faire un L-sit vachement en force où là on aura tout juste l'angle de 90 degrés entre le buste et les jambes, mais on devra se pencher un peu en arrière pour permettre aux jambes de se lever. Est-ce que j'ai moyen Donc, de faire une démonstration? Ce serait rigolo. Vas-y mon Est-ce cher que j'ai moyen de Duratron. faire une démonstration? Alors, on a dit un L-sit, donc en force, Voilà. ou sinon un L-sit en souplesse. Ça se pète la gueule, mais voilà. Comment C'est un peu bancal, dis-moi, tu utiliserais pas la vitesse, cher Colin? C'est la vitesse à gauche. Là, c'est vitesse. Là. À droite, ça allait, hein, mais à gauche, c'est vitesse. Mais d'ailleurs, vous pouvez voir la différence. Je parlais de précision. Vous remarquez que, alors, ça peut sembler encore une fois paradoxal. Le corps est fait de paradoxes. Mais remarquez comme quand je suis en force, mon torse ne bouge pas et il y a plein de corrections qui se font en permanence. Je suis beaucoup plus stable, mais je tremble de partout. Alors qu'à l'inverse, en souplesse, dès que je vais créer une instabilité, elle va être un peu plus grande. Par contre, je vais beaucoup moins trembler de partout, parce que je suis beaucoup moins gainé de partout. Je me remets en souplesse. Vous voyez comme ça bouge. Mais par contre, je suis beaucoup plus constant dans mon mouvement. C'est pas des... Et ben ça, c'est particulièrement le décalage entre la précision de la force, qui est grande mais qui fait des micro-mouvements, et la précision plutôt de la vitesse, qui va faire des mouvements un peu plus continus, un peu plus entre guillemets cohérents, mais moins précis, moins exacts. Et donc c'est pour ça que tu as totalement raison sur le fait que pour créer le plus l'illusion de mobilité, on va jouer sur la force, mais pour réussir à optimiser cette force, on va jouer sur la vitesse. Le tout fonctionne en harmonie. Donc, c'est bien que tu aies illustré la chose, ça me semble encore plus clair de la sorte. Et on pourrait du coup bifurquer sur les dominances entre les bifurquer sur les différences entre les personnes. Parce que je trouve que c'est un... Alors, j'ai déjà évoqué plusieurs fois, mais c'est un sujet que j'ai jamais entendu en street. C'est l'individualisation. Bah nous, on en a beaucoup parlé, allez, mais... la seule chose que j'ai entendue au max, c'est... Ouais, bah tu faux fling. Non, moi j'ai entendu quand même un peu plus que ça, c'est... vas-y. Faut faire en fonction de ta morpho, hein. Ce qui est Ah ouais, génial. c'est encore plus balèze que le feeling. Bah ouais, parce que ça essaye vraiment de parler d'individualisation, sauf que vous vous demandez peut-être pourquoi ça nous fait marrer, c'est que la morpho, c'est un peu comme l'IMC, c'est pas flou à ce stade, c'est... Ouais, voilà, ça veut tout et rien dire. ça veut tout et rien dire. Enfin, surtout que même en s'y penchant, faudrait s'y pencher vachement en détail. Donc morphologie, on pourrait considérer autant les insertions que les dispositions naturelles que la typologie musculaire, que les différents systèmes énergétiques qui sont plus ou moins évolués. Typologie musculaire, variation, facteur de translation des extrémums. Typologie musculaire. Mais voilà, toujours est-il qu'il y a extrêmement beaucoup de choses à prendre en compte là-dessus. Et moi, je pense que on pourrait quasiment tout citer et essayer de faire des déductions avec ça. Toujours est-il que ce serait pas forcément évident.
le bon exemple qu'on a eu en parlant de la puissance, et avec Livan, justement, Livan, pour toi, il est plutôt dominance force ou dominance vitesse? En réalité, vitesse, mais il a une telle force que généralement, ce qu'on voit, c'est la compensation force. Bonne réponse à 2000%, j'aurais exactement dit ça. Alors, Merci mon cher pourquoi Moumoul. le serrage, je pense à distance. Ouais, mon gars, donc, pourquoi est-ce que je dis que Livan, il est vitesse comme toi? C'est parce que... Bon, attends, il est en Kaioken quand il presse, est-ce qu'il y a vraiment besoin de réfléchir? Ouais, mais au-delà de ça, regarde son passé sportif, c'est ça qui est intéressant. Son Oui. passé sportif, breakdancer professionnel. Ah, c'est un Ah truc oui, d'une ouais. lenteur incroyable. Tu vois. C'est connu, Voilà, hein, c'est très tu lent le m'aurais dit, breakdance. il a fait du powerlifting. Ouais, là j'aurais dit, Mais dominance après, il y a un force, ça ce problème serait pas dans ce que étonnant. tu viens de dire. Moi, j'ai un passé d'escaladeur. Alors aujourd'hui, les escaladeurs font des jetés, etc., etc. Mais à mon époque, c'était pas le cas. À mon époque, c'était des résis, c'était des contis et ce genre de choses. Donc c'était vraiment du contrôle, de l'accompagnement lolotte, carré externe, tout ça. Les escaladeurs, là, vous êtes en kiff et tous les autres, vous êtes en mode. C'est normal. Carré Et externe. carré externe, pied droit. Ce genre de choses qui sont du coup très très lentes. Pourquoi donc suis-je ciblé vitesse? Ça me paraît bizarre. Est-ce que ton argument marche avec tout le monde? Alors, parce que pour moi, il n'y a pas que la dominante vitesse qui entre en jeu dans ce profil-là, il y a aussi la dominance euh, technique de ce qu'on fait. Alors, Ça rejoint la premier point. précision nerveuse dont je parlais. Et premier point, c'est que l'escalade, on n'est pas sur des efforts maximaux, tu vois. T'es pas toujours à faire des tractions à un bras. Oui, tu vas en faire, mais on va dire que Mais oui, ça te oui, demande plus de précision et de technique que juste de forcer. oui, et puis en plus, on est sur un sport de poids de corps, donc globalement, pour réussir à atteindre le maximal, soit c'est quand tu es débutant, du coup ton poids de corps est déjà à ton effort maximal, soit c'est vraiment dans des axes particuliers. Par exemple, en street, on peut retrouver la planche one arm qui peut être sur un effort, une tension qui est très très haute, ou justement les tractions one arm ou ce genre de choses. Mais sinon, globalement, à part si tu trouves un axe de tension qui rend le mouvement plus dur, dès que tu as un bon rapport poids-puissance, tu n'es plus jamais dans de la force maximale. Là, du coup, le premier point, comme tu l'as dit, c'est pas tant de la force, parce que on n'est pas dans des efforts maximaux. Mhm. Et ensuite, moi j'ai parlé de la notion de technique, c'est que toutes les personnes qui sont extrêmement explosives, tu prends le cas de Ted. Ted, c'est le meilleur exemple, mon gars. Souvent c'est des personnes hyperactives en plus. Ah bon? Je suis hyper actif, moi? Donc Ted et Colin, un type vitesse aussi, comme Livan, parce que en fait ils ont des capacités de concentration nettement supérieures à la normale. Sauf que le problème, c'est que comme ils ont des capacités de concentration super élevées, dès ils sont toujours obligés de faire plusieurs trucs en même temps, sinon c'est trop facile et en Tu fait veux ils un se bonbon? dispersent, ils font vraiment de la merde. Tu veux un bonbon? Colin, quand on me causait, justement pour le livre, mec, t'étais en train de répondre à quelqu'un d'autre, à jouer à un jeu, et en même temps tu me parlais tu peux expliquer un truc. Enfin, c'est des personnes qui ont des facultés de concentration tellement grandes qu'elles se dispersent. Pourquoi? Parce que C'est même, le c'est même plus neurotransmetteur vicieux qui que est ça. responsable de la vitesse, c'est le même qui est responsable de la coordination et de la mémoire à court terme et de tout ça en fait. C'est même plus vicieux que ça. C'est que moi, tu me donnes juste parler avec toi. Tu vois, par exemple, tu me donnes à faire de juste parler avec toi. Je vais être moins concentré que si je réponds à quelqu'un en même temps. Exactement, c'est ça. Donc, C'est il bah, faut, en fait, c'est la surstimulation qui nous permet, en gros, c'est comme si il y a un truc où on peut retrouver cet état chez un peu tout le monde. Si je vous fais écouter de la musique et que je vous masse en même temps, vous allez associer les sensations à la musique. Et ça va être beaucoup plus cohérent et vous allez réussir à sentir à la fois plus le massage et à la fois mieux écouter la musique. Parce que vous vous laissez vraiment porter dedans et vous créez des liaisons. C'est des liaisons de mémoire que les mentalistes utilisent beaucoup et tout, de vraiment essayer d'associer. Par exemple, si vous voulez mémoriser un chiffre, vous associez ce chiffre à une couleur, un état, un objet, une sensation, etc. Et plus vous allez mettre en branle plusieurs systèmes sensoriels, plus vous allez être précis dans votre mémoire. Et ben en fait, les personnes hyperactives font ça même avec la réflexion. C'est pas un super pouvoir parce que ça a des désavantages à côté, c'est juste un branchement particulier. ouais. Qui a rapport à la pompe à dopamine que vous avez dans le cerveau si vous voulez aller faire des recherches, c'est très très rigolo.
Ouais, c'est une bonne comparaison, j'avais jamais entendu, mais ouais, C'est un ça truc tient qui se bien. fait beaucoup en musique, hein, la kinesthésie, c'est super efficace pour la mémoire musicale. Et généralement, c'est par la musique qu'on le ressent le plus. Vraiment, quelqu'un qui n'est pas kinesthésique du tout, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de mettre en branle plusieurs systèmes sensoriels du tout, si tu lui lis le toucher à la musique, même lui, il va faire une connexion, il va se rendre compte qu'il arrive mieux à faire attention aux deux. Ça va lui faire bizarre parce qu'il n'écoute pas vraiment la musique comme d'habitude. Il n'est pas attentif à ça, mais il va vachement mieux l'entendre et la mémoriser. Mhm. Eh bien, le nom du neurotransmetteur, alors la dopamine joue, mais elle joue beaucoup dans la motivation. Là où le neurotransmetteur qui joue sur ce que je t'ai dit, sur l'agilité en général, on pourrait dire l'agilité c'est ta faculté à te placer rapidement dans une position donnée, donc ça joue à la fois sur le facteur vitesse et à la fois sur le facteur précision, et le nom de ce neurotransmetteur c'est... Colin, est-ce que tu sais? Honnêtement, tu m'as foutu en stress parce que moi, je parlais de la dopamine pour l'hyperactivité, donc pas du tout pour ça. Du coup, je sais pas duquel je parle. Ouais. Eh bien c'est l'acétylcholine. Ah oui, si, je savais. Mais je l'aurais pas retrouvé. L'acétylcholine, donc voilà, il y en a plein qui vont aller faire des recherches et qui vont aller se doper avec ça maintenant. Non, il y en a surtout qui Bon, vont faire des bouffer vannes des sur œufs le fait. et des noix, c'est mieux. Il y en a qui vont faire la vanne avec acétylcholine surtout, mais oui. Oh, incroyable, mec, j'avais jamais vu. Il est trop fort. C'est pour ça, en fait, les darons, ils savaient. Il savait, il m'a nommé Colin. Toi, tu seras acétylcholine. Là, c'est la variante Duratron, c'est comme tu parles comme un teubé, acétylcholine, c'est acétylcholine. Moi, acétylcholine. Bonjour. Voilà, Prochaine bon, on va chaîne, créer il une faut chaîne. Voilà, c'est ça. Let's go. Les projets de débiles. Chaque parents podcast, du- une nouvelle chaîne. Une première partie sur cette chaîne et la C'est pour deuxième voir sur les une vrais. autre chaîne. Là, comme ça, on voit ceux qui sont fidèles, ils se réabonnent Et à tu chaque vas fois. avoir, tu vas avoir 150 chaînes avec une moitié de podcast et 2 abonnés. C'est un enfer, mon dieu. Oui, c'est Non, moi. on ne créera Tu pas. peux m'appeler ça, Colin. Désolé. Mais ouais, c'est très intéressant dans ces cas-là. Alors, les personnes qui ont naturellement ces bonnes capacités-là, bah, elles sont attirées par tous les trucs qui demandent beaucoup de concentration. Donc, le street, c'est un sport qui est un bon exemple, mais il y a aussi la musique, comme tu l'as dit. La plupart du temps, les musiciens ont aussi ces facultés-là. Quelqu'un qui est très bon à la musique, il a une bonne activité de l'acétylcholine et ça va se répercuter positivement dans les autres aspects de sa vie, s'il doit mémoriser des choses ou s'il doit apprendre des mouvements comme en street par exemple. Et comme toute production hormonale, ce qui est très marrant, c'est qu'à la fois, ça va permettre de gérer ce surplus d'acétylcholine, parce qu'en fait, c'est un peu comme s'il fallait l'écouler. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à lui envoyer la stimulation qu'il faut pour que tu puisses justement être concentré, etc., bah en fait, alors, c'est pas du tout vrai d'un point de vue biologique, mais tu vas un peu build up une espèce de tension, un stress. Et du coup, c'est très paradoxal parce que ça va être des gens qui vont beaucoup plus être détendus dans le stress. C'est des gens qui vont mieux travailler dans le stress. C'est des gens qui vont, etc., etc. Mais, cercle vicieux ou vertueux, ça dépend comment on le prend. Le fait d'exposer du coup quelqu'un qui a une majoration d'acétylcholine et de le mettre dans un contexte où justement ça le stimule, eh ben ça va favoriser la production de ça. Et ce sera encore plus le cas. Mais par contre, ce sera de mieux en mieux géré au lieu de rajouter un stress psychologique ou physique. Alors l'acétylcholine, c'est intéressant que tu en parles parce que tu l'as extrêmement bien décrit. Je sais pas si tu as fait des recherches avant sur le sujet, Oui. mais c'est vraiment très bien décrit. Dans le sens où d'habitude il y a des neurotransmetteurs qui sont excitateurs, donc, comme j'ai dit dans le podcast précédent, qui accélèrent là avec le gros kamehameha qui intensifie le signal en gros. Et il y a des neurotransmetteurs qui sont inhibiteurs. Et ben l'acétylcholine, le gros avantage qu'elle a, c'est qu'elle peut faire les deux. En gros, par exemple, dans le nerf vague, elle va ralentir les battements cardiaques, alors qu'elle peut parfaitement, comme on l'a dit, accélérer un mouvement. Pause, c'est quoi le nerf vague? Le nerf vague, c'est le nerf qui gère ton système, qui gère ton rythme cardiaque en fait. Merci. Continue. Quand tu dis que tu fais un malaise vagal, c'est parce que. Il gère pas que ça, mais quand tu dis que tu fais un malaise vagal, ça vient du nerf vague en fait. C'est juste parce qu'il a une forme de vague qu'on l'appelle comme ça.
Enfin voilà, il gère plein de trucs. Il n'y a pas que le rythme cardiaque, il y a aussi le système digestif, mais je pense que la plupart du monde s'en fout, donc on va pas s'éterniser là-dessus. Ouais, niveau acétylcholine, du coup, ça m'a... Si, je disais qu'il y avait des vraies dominances, enfin, il y avait du transfert déjà entre les personnes qui, par exemple, qui étaient des bons musiciens et qui ont aussi un bon potentiel dans l'apprentissage de mouvements ou dans la mémorisation en général. Donc ça, c'est très Ou intéressant. inversement. Ouais, ou inversement. Donc ce qui est très intéressant, c'est que, par exemple, tu le vois, des gymnastes, ils sont bons partout. Pourquoi ? Parce que ils sont bons partout, que ce soit à l'école, généralement, ils sont bons. Pour apprendre faire de la musique, ils sont bons aussi. Tu les mets à Mais en n'importe fait, quel autre sport, ils sont bons aussi. Pourquoi ? globalement, ils ont appris l'extrême de faire parce qu'on t'a dit de faire et en même temps, à travers ça, de comprendre énormément par toi-même. Plus, ils ont développé des facultés physiques hors normes Motrice. dans tous les niveaux. Merci, motrice. Un très bon exemple, c'est si vous avez déjà eu des cours de gym et que vous avez eu l'occasion de vraiment en parler avec le prof de pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça. Si vous réfléchissez 2 secondes, en fait, sa réponse voulait principalement dire généralement, on veut vous apprendre à pouvoir être capable de faire une rotation sur un axe sagittal, frontal. Ils disent pas front flip, back flip. Non, non. Repérer son corps et savoir le mettre en mouvement dans un axe sagittal, frontal et transversal. Littéralement, dans tous les axes. Et même complexifié avec 2 axes en même temps, 3 axes en même temps, avec Alors, variation d'axes en cours de route. là-dessus, il C'est faut d'une détailler, je complexité pense. énorme. Vas-y, Parce je t'en que prie. sagittal, frontal, tout ça, tout le monde maîtrise probablement pas. Mhm. Alors, axe sagittal, on peut dire que ça va de l'avant à l'arrière du corps. En gros, t'imagines une feuille de papier qui me traverse. Un axe sagittal, hop, ce serait là à la caméra du coup. Tu me vois comme ça. Bon, pas toi, Colin, j'ai ma Ouais. caméra qui est là. Mais axe sagittal, tu me vois comme ça. Donc, une rotation dans l'axe sagittal, ce serait qui tourne autour de cet axe avant-arrière. Enfin, de cet axe côté. Moi, je te Enfin conseille bref. de mimer. Ce serait quoi? Une roulade avant? Ce serait une roue sur le côté? Ce serait quoi? Alors, Je sais que je t'ai piégé parce que c'est très dur de savoir du coup dans quel sens elle va la rotation par rapport à l'axe. ouais, mec, les cours d'anatomie, c'est loin. Hein. Et en plus, Alors, attends. t'as les axes anatomiques, mais t'as les axes biomécaniques qui ne sont pas les mêmes en réalité. Eh ben, bah ouais, je veux bien que tu m'éclaires là-dessus. Alors, le transversal, ça va. Ouais, ouais. Mais En fait, si entre. on Attends, reprend c'est ton image, sagittal et frontal. t'as sagittal, frontal et transversal. Allez, je te le Frontal, fais. pour moi, ce serait le side flip. Ouais. Et sagittal, ce serait du coup le front flip. Ou Ouais. back flip. En fait, faut vous imaginer que son Let's exemple d'une feuille de go! papier qui le traverse, elle est très bonne. Et en fait, faut se dire, parce que ça, ce sera le vrai bon moyen de se rappeler de. Mais du coup, je parle d'une rotation quoi? Sagittale, frontale. Et ben en fait, faut faire tourner la feuille de papier sans avoir à la plier. Quel est le seul moyen de faire tourner une feuille de papier? Si je la pose sur ma table, si je veux pas la plier et que je veux la faire tourner, le seul moyen de la faire tourner, c'est de la faire tourner comme ça. Vas-y, montre. Voilà. Là, l'aplomb frontal, Mhm. je peux juste la faire tourner comme ça. Donc en Voilà. l'occurrence, pour moi, ce sera un side flip. Voilà. Ou une roue, par exemple. Si Ensuite, je le suis sagittal. sagittal, ouais, comme ça, Mhm. avant en arrière. Donc là, ce serait back flip, front flip, ou un saut de main, ou un Et flip tout enfin, court. le dernier, transversal. Alors transversal, je serais comme ça, du coup. Au niveau de, Et on c'est appelle ça littéralement. transversal parce qu'il y a le muscle transverse ici qui fait le tour. Mm. Voilà. Et si vous voulez un Pouf. moyen mnémotechnique, c'est parce que ça vous traverse. C'est le transverse qui traverse le ventre. C'est vraiment genre la séparation entre les jambes et le torse. Donc, 3-6. Là. Ouais, bravo Ouais. Ah, Ouais. on est bon. J'adore. Donc ouais là, on donne des bons exemples pratiques en plus. Et Oui. je Bah sais c'est mieux même quand plus on a pourquoi on dormi. était arrivé là. C'est mieux quand on a dormi. Pourquoi je dis c'est mieux quand on a dormi et t'es là, je ne sais plus où on en est dans le podcast. Ça colle bien encore une fois, mon dieu. Ça collimbe. Euh, Du coup, je me calais partout. Ça y est. Du coup, on en était là parce que on parlait des axes, parce les que on parlait gymnastes du développement des gymnastes. Ouais, Donc et du de la coup, voilà. coordination.
Là, vous comprenez que nous, en street, par exemple, on voit bien le décalage d'apprentissage. Nous, en street, on apprend des 3-6, des 5-4, des 900, et on se dit pas, on apprend les rotations transversales. Pourtant, en fait, tout ça, c'est de l'apprentissage de rotation transversale. Et combien prennent un niveau énorme en rotation transversale et le jour où ils veulent apprendre un front flip regrab, ils attaquent Ouais, et direct avec le personne. front flip regrab et ils sont perdus. Parce qu'en fait, ils n'ont jamais travaillé cette rotation frontale, pas frontale, sagittale. Ouais, sagittale. Mais c'est là que faudra vérifier. Bah, vous savez quoi? Voilà. Preuve qu'il faut se remettre en question. C'est là que je disais, je me méfie. Je crois que les axes anatomiques, donc ce qu'on a montré, et les axes biomécaniques ne sont pas les mêmes. Et qu'en réalité, un front flip est une rotation frontale et donc un déplacement sur l'axe sagittal. Hum. Alors pour moi, il y a aussi qu'en anatomie, on appelle ça l'axe antéro-postérieur et pas forcément sagittal ou frontal. Enfin, il y a d'autres Ok. termes qui sont utilisés, donc c'est pour ça que ça fout la merde. Mais il faut juste comprendre que on est dans un monde en 3 dimensions, il y a 3 axes. Voilà. Voilà. Il faut C'est apprendre à travailler en pas plus rotation sur les compliqué que trois ça. axes. Et donc, en concernant l'agilité, pour le coup, ouais, il y a les 3 axes qu'il faut savoir bosser. Et des fois, quand tu vas même mettre des saltos vrillés, tu vas faire 2 axes en même temps, Ou trois, même un etc. Enfin, ginger. Un ginger, c'est deux axes en même temps. Et donc ces mouvements-là, généralement, c'est des mouvements avancés. Genre tu prends un Giant 540, là c'est super dur comme mouvement, tu tournes dans tous les sens. Ah bah, c'est les trois axes. Donc ouais, on a tous une faculté à... déjà de base, en fonction de l'activité de l'acétylcholine, on a tous plus ou moins de facilité à apprendre, peu importe que ce soit des mouvements ou d'autres choses, mais à apprendre tout court. Et en plus de ça, on a tous des spécialisations, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont être plus à l'aise pour les rotations frontales, d'autres plus à l'aise pour les rotations sagittales, d'autres pour les rotations transversales. Mhm. On a tous des préférences. Moi, je pense qu'il faut juste apprendre à les repérer et commencer par bosser sur les points où on est fort. Et pour juste clore, parce que comme d'habitude, on fait beaucoup trop des parenthèses dans des parenthèses dans des parenthèses, pour clore vis-à-vis des gymnastes, on parlait du fait qu'ils sont très très bons en tout, je mets des guillemets. Pourquoi ils sont très très bons en tout? Et ben quand je vous ai parlé de préparation physique dans le premier podcast, préparation physique qui est donc littéralement préparer un corps à des mouvements. J'ai fait une liste de points qui va beaucoup plus loin que généralement ce qu'on prend en compte. Alors un coach, normalement, il, le prend bien, il les prend bien tous en compte, mais voilà, tu as le neuromoteur, tu as le nerveux, tu as le blablabla. Si vous reprenez tous les points que j'ai listés, il n'y en a pas un seul qu'un gymnaste ne travaille pas. Alors que dans pas mal d'autres sports, vous pouvez trouver un point qui est peu, voire pas travaillé. Chez les gymnastes, l'acuité visuelle est travaillée, la sensibilité des neurotransmetteurs sont travaillées, l'acuité cérébrale est travaillée, l'instinct est travaillé, le nerveux est hyper travaillé, la force est super travaillée, la souplesse est travaillée, la mobilité elle est monstrueusement travaillée. Là, on vient de parler des axes. Tous les axes sont travaillés. Ils sont travaillés en force, en souplesse, en agilité, en explosivité, donc explosivité, puissance, en tout. Un gymnaste, littéralement, son corps, le but, c'est que ce soit cérébralement ou corporellement, il faut que je sois capable de faire n'importe quoi. Ouais, et ça se ressent, comme j'ai dit. Pour Ça se ressent. n'importe qui a déjà été gymnaste ou a déjà eu des gymnastes dans son entourage, dans sa classe, je sais pas. Là, les gymnastes, ils sont bons partout, c'est un truc de dingue. Moi, plus tard, j'ai un fils. T'inquiète, mec, il s'est full planche à 5 ans. Hein. Après, mauvais exemple pour la full planche parce que le problème d'être bon partout, c'est qu'à part s'il va aux mondiaux, il va pas être exceptionnel. Un exemple, un tennisman va avoir une acuité visuelle de malade mental bien supérieure à un gymnaste et va avoir une réactivité nerveuse et une puissance dans le bras qui est monumentale. Dans le bras. Limite, même souvent, en prépa physique, on va leur travailler l'autre bras pour pouvoir compenser et du coup rééquilibrer l'impact. Tellement c'est pas la peine de travailler le bras qui tape. Ça sert à rien, il est max. Il est tellement max. Et d'ailleurs, on les rééquilibre pas trop parce que notre corps, c'est une balance. Si on rééquilibre trop, il perd sa surpuissance dans son bras principal. Et on veut garder cette surpuissance. Donc un gymnaste, c'est un moyen partout. Après, il s'avère que notre corps est bien mieux compétent à être moyen partout. Donc en fait, ils sont moyens haut, voire très haut partout. Là où en étant spécialisé, certes, on va aller
plus loin ou plus fort, mais si par exemple c'était des points de jeu de rôle à répartir, le gymnaste finit avec beaucoup plus de points de jeu de rôle en tout que un spécialiste. Alors, c'est intéressant ce dont tu parles parce que justement, ça nous amène vers les personnes qui, elles, n'ont pas une grosse activité de l'acétylcholine. Et Mm. chez ces personnes-là, alors ça se voit parce que généralement, ils galèrent beaucoup plus à apprendre les mouvements et ils n'ont pas du tout besoin d'autant de variété dans leurs séances. Et donc, ces personnes-là, alors moi je me considère comme on va dire moyen en termes d'activité d'acétylcholine. Colin, ce serait plutôt élevé et quelqu'un comme Dale Long, ce serait plutôt bas. Pourquoi est-ce que je dis Je ça? pensais exactement à lui comme exemple. Bah, Ouais, vas-y, c'est la continue. personne le plus connue, je pense que c'est le plus parlant, c'est qu'il peut bosser que sur un mouvement pendant toute sa pratique du street. La dragonne. Oui, Tu vois? Donc, ouais, la dragonne, la dragonne. en fait, il se lasse beaucoup moins vite, mais au-delà de ça, il se lasse moins vite parce qu'il a besoin de beaucoup plus de temps pour apprendre. En revanche, Et ça le le fait stimule qu'il se plus lasse aussi. vachement moins, oui, ça le stimule plus quand il reste focus sur un truc. Genre, Daylong, tu lui donnerais, à ses débuts, si tu lui donnais, je sais pas, des trucs en superset à faire, où il y a plein de mouvements qui changent, où il y a beaucoup d'équilibre, de mouvements explosifs, mais il te renvoie ton programme à la gueule, il te dit ça pue la merde. Bon, on prend l'exemple de Daylong, il y a plein de personnes qui sont comme ça. Et encore, Daylong, à force de se spécialiser, de travailler comme un bourrin, il a augmenté son activité de l'acétylcholine. Mais T'as un pour autre, moi, il avait quand même pas le même potentiel que Livan, par exemple. et t'as un autre exemple qui peut être intéressant parce que ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire de la variété, c'est Adrien SW. Est-ce que tu valides? Non, Adrien SW? Ah, tu valides pas. non, Alors, Adrien, je moins valide pas. extrême que Daylong, hein, moins extrême que Daylong. Mais pour moi, il va vraiment, contrairement à moi qui peut faire, qui quasiment tout le temps fait des full body et qui a besoin de variété pour progresser, Adrien, je remarque qu'il a vraiment des, ça peut être du mental aussi, hein, mais il a vraiment des phases. La phase de perfectionnement de sa forme, la phase de axe de rotation 5-4, la phase de, et il va vraiment se concentrer sur le truc détaillé et tout. Quand il part dans tous les sens, c'est uniquement presque par obligation pour une compétition. Et même là, il va vraiment ordonner son combo en fonction de comment il avait travaillé ses trucs. C'est très méticuleux, très réfléchi, et c'est très point par point. Là où moi, Ouais. c'est chaotique et explosif. C'est penser en arborescence ou penser par échelon. Ouais, sauf que la différence, c'est que toi, même si tu fais ça à la ZOP, tu fais pas vraiment ça à la ZOP. Il y a quand même un fond Ah bah non, d'organisation dedans, bien tu vois. sûr. Et enfin, tu sais où tu vas, t'adaptes un petit peu en fonction parce que désormais tu te connais. Mais, mais les personnes qui ont une grosse activité de l'acétylcholine ont tendance à bien mieux aimer l'ordre. Du moins, dès qu'elles se sentent un petit peu plus stressées ou dès qu'il y a un petit truc qui va pas, regarde TED. Meilleur exemple que je peux donner encore une fois. Ted, lorsqu'il est stressé parce que justement il doit se piquer sur quelque chose, il a besoin que tout son planning du week-end, il soit millimétré, qu'il sache ce qu'il fait là, ensuite ce qu'il fait là, ensuite ce qu'il fait là, ce qu'il va dire. Il lui faut ses feuilles, il lui faut Ne tout, te, tu vois. ne te serais-tu pas contredit, mon cher? Tu avais dit qu'il était très acétylcholine. Ouais, il est très acétylcholine, c'est exactement ce que je dis. Les personnes qui sont comme ça ont besoin d'ordre dès qu'il y a un pouillème de stress. Alors, je fais peut-être, c'est peut-être moi qui bug, mais j'ai bien fait de te faire répéter la phrase dans le doute. Il me semble Vas-y. que tu avais dit l'inverse involontairement, du coup. Ah, du coup, Ted, ouais, pour moi, il a une bonne activité de l'acétylcholine et c'est quelque chose qu'on retrouve dans. Enfin, chez énormément de monde Ouais, de plus ce il y a de genre-là. Pour stress, plus ils moi, sont ordonnés. c'est ça. Et Adrien, en mon sens, lui aussi, il est acétylcholine. Pourquoi? J'avais dit que les personnes qui ont beaucoup d'acétylcholine ont généralement une bonne technique. Adrien, regarde comment il est clean. Ce Oui. sera toujours, tu pourras toujours remettre en question ça. Ouais, bon là, il y a ce détail-là à corriger. Oui, mais ces entraînements, genre, remonte même il y a 2 ans dans les vidéos qu'il faisait, etc. Il essayait de démontrer par A plus B pourquoi être clean dès le départ c'était mieux, pourquoi il fallait être clean, même qu'il était surnommé Monsieur Propre, tout ce que tu veux. Pour moi, c'est même plutôt un exemple de la personne qui a une haute activité de l'acétylcholine. Oh, du coup, je viens de découvrir un truc incroyable et je vais en profiter pour faire un disclaimer. Depuis tout à l'heure, vous me voyez vapoter, ne le faites pas. Et je viens de découvrir que c'est très probablement parce que je produis beaucoup d'acétylcholine. Puisque dans le système nerveux central, il contre les récepteurs nicotiniques. En fait, c'est littéralement récepteur nicotinique, récepteur d'acétylcholine. C'est une balance. Et donc probablement que parce que je produis beaucoup d'acétylcholine, je ressens un besoin qui n'est pas bon, ne faites pas ça, de me nicotiner, de stimuler mes récepteurs nicotiniques.
Et d'ailleurs, pourquoi ne faites pas ça? C'est parce que si vous prenez votre nicotine là, et ben en fait, c'est un cercle vicieux parce que vous diminuez la production de nicotine naturelle. Donc quand vous n'en prenez plus, vous en avez pris à la base pour en avoir plus, pour rééquilibrer, bah au final, vous avez encore plus déséquilibré. C'est complètement stupide. Bah, il y a un effet d'accoutumance là-dessus, comme dans à peu près tout. Mais voilà, je trouvais ça important à aborder comme sujet. Donc, si on doit détailler un petit peu plus les personnes qui ont une faible activité de l'acétylcholine, pour moi, donc, vous en faites pas. Il y a une formation individualisation qui est en préparation sur le sujet. Ah, on va parler neurotransmetteurs, on va parler profil type, même insertion. On parlera de tout ce que tu veux. Ce sera détaillé à mort. Là, le but, c'est de survoler un petit peu plus parce que ce serait imbuvable de tout détailler et ce serait surtout beaucoup trop Et long. déjà, on rappelle qu'on était parti d'une simple phrase, mais voyons, le statique, ça ne bouge pas. Pourquoi c'est un sport de puissance, du coup, s'il faut de la vitesse? Et on a fini sur l'acétylcholine. Je te Ouais. laisse faire d'ailleurs une fermeture et je te propose qu'on fasse la vraie fin sur la petite description de l'acétylcholine, tant qu'à faire, parce que c'est sûrement la notion la plus complexe qu'on a soulevée. Et j'ai Ouais. sous les yeux la petite description de ce que c'est. Donc je te laisse faire ta fermeture. Et ensuite, je clôturerai avec littéralement la définition de l'acétylcholine. Avec plaisir, c'est une bonne idée, mon cher Duratron. Eh bien, eh bien les personnes qui ont une faible activité de l'acétylcholine, comme on l'a vu, elles ont beaucoup plus de difficultés avec le multitâche, avec le fait d'être clean, avec le fait d'être explosif. Eux, ils ont une préférence avec tout ce qui est force, tout ce qui est répété tout le temps la même chose. Donc, il paraît logique qu'il s'axe d'abord sur ces points-là lorsqu'il veut apprendre un mouvement. Et généralement, tu le verras dans toutes les personnes qui ont du mal à apprendre des mouvements de manière explosive, tout ça, ils sont très bons en statique, beaucoup moins bons pour les variantes dynamiques. Clin d'œil à Remo, qui, dans ses combos, il fait pas de presse. Allez, Grand Max, il fait des push-ups, encore, il en fait pas beaucoup. C'est que des holds. C'est de la maltaise, c'est de la planche, c'est du front lever, touch, il y a une ou deux pull-ups par-ci par-là, et c'est du back lever, touch aussi. Remo à 2000%. Et ça veut pas dire que la personne est teubée ou quoi que ce soit, c'est juste que ses facultés de concentration sont pas aussi explosives. Donc il faut juste prendre en compte ça. Voilà, c'est ton bagage, comme le fait que, je sais pas, tu mesures 1m75, comme le fait que tu... Pardon Colin, pas toi, mais il y aura Ça fait forcément deux un fois en deux tacle sur ta podcasts. taille à chaque Par podcast. D'accord, ça va podcast. devenir un rituel. Ok, ok, ok. Non, mais pas de problème. Mais tu sais, c'est pas parce que je fais la moitié de ta taille que je peux pas te soulever deux fois. Hein? Ah, ok, ok. Pas d'allusion sexuelle, s'il te plaît. On n'a pas encore coupé dans le podcast. Non, des formations professionnelles. Oh, Euh, déformation jusque-là, ah ouais. Enfin, je pense que, étant donné les points de QI qui sont en chute libre et l'acétylcholine qui suit, il est temps de donner une définition et de clore ce c'est vrai. podcast. C'est vrai qu'on en donne un bon exemple, du coup, c'est que l'acétylcholine fonctionne pas mal par burst. Et du coup, là, on a dû faire un beau burst. Et après, il tombe à plat. Et vous allez le voir, c'est expliqué. Comme tu disais, en fait, c'est à la fois un excitateur et on dit dépressant, c'est ça? Un inhibiteur. Inhibiteur, merci. Donc un excitateur et un inhibiteur. Et du coup, je vous propose la petite description, version ASMR. L'acétylcholine, abrégée en ACH, est un neurotransmetteur qui joue un rôle important aussi bien dans le système nerveux central où elle est impliquée dans la mémoire et l'apprentissage que dans le système nerveux périphérique, notamment dans l'activité musculaire, oh bah tiens, et dans les fonctions végétatives. L'ACH fut l'objet d'études pionnières qui conduisirent à la formation de grands principes de la neurotransmission. En effet, dans la première moitié du XXe siècle, l'ACH fut le premier neurotransmetteur identifié dans le système nerveux, d'abord pour son rôle inhibiteur sur l'activité cardiaque. Néanmoins, au niveau de la jonction neuromusculaire, l'ACH a un effet excitateur et au sein du système nerveux central, son action combine des effets neuromodulateurs sur la plasticité synaptique, l'apprentissage et l'activation physiologique. Probablement que la majorité des grands athlètes de street sont blindés d'acétylcholine. Oui, c'est très certain. Et c'est les meilleurs athlètes en général, les personnes qui ont une grosse activité d'acétylcholine. Genre, Et hmm, Chad, il est pété d'acétylcholine. Christophe, il est pété d'acétylcholine, ça se oh, mais voit. c'est colossal. Et je te propose même de finir sur potentiellement
un petit cliffhanger, non pas cliffhanger, mais tu sais, genre un petit teasing de sur quoi on pourrait parler le coup suivant, c'est que Ouais, avec plaisir. là vous remarquez quelque chose qui à mon avis est très pertinent et qui va être très intéressant pour faire un podcast totalement différent, c'est que là tout de suite vous vous dites mais c'est génial l'acétylcholine, plasticité synaptique, l'apprentissage, activation physiologique, c'est que du positif, donc littéralement ne pas en avoir c'est pas bien parce que là c'est en train de dire limite que ça rend intelligent. Mais mon cher Moule Moule, pour un prochain podcast, c'est quoi l'intelligence? Ah ouais, c'est un bon sujet de vidéo. On pourrait en parler, en effet. Ça me va. C'est vendu, cher Duratron. Je te sers la pince Merci à mon biscuit. cher Moule Moule. Tu Avec veux un bonbon? plaisir. Ah, tu TDAH. jettes. Vas-y. Oh, si je vise bien, tu cuts sur ça, hein. J'ai super mal visé. J'en tente un deuxième. Oui. Allez, ça passe. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Vous nous le dites en commentaire, encore une fois. Un autre. Et si vous avez des suggestions pour les prochains épisodes, eh ben, c'est pareil. Vous le dites On en rappelle, commentaire. posez vos questions intelligentes de manière conne. Avec un accent. C'était Moule Moule et Duratron pour ce podcast sur la chaîne. Moule Moule et Duratron. Et absolument. Au revoir les amis. Allez, je me casse. Allez, ciao les nazes.